Bon, ça fait longtemps, je crois. J'avais pas capté que la dernière vidéo datait d'il y a si longtemps. D'habitude, j'ai toujours un petit truc un peu random à poster entre deux reviews. Mais il faut croire que j'ai un peu abandonné le temps de quelques mois. C'est pas les idées de vidéos qui manquaient, j'ai un dossier entier de trucs que je veux faire, mais que je mets hyper longtemps avant de faire. Et puis en soi, j'ai été pas mal occupé. Très occupé. Vraiment très occupé. J'avais vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. Bon, plus sérieusement, comme vous le voyez, j'ai pas mal joué à Pocopia et mon nombre d'heures dessus est sacrément élevé et je suis loin d'avoir fini. Mais malgré tout, j'ai pas fait que ça côté gaming. D'autres jeux sont venus dans ma bibliothèque et comme toujours avec moi, il y a eu du jeu indépendant au milieu de tout ça. Évidemment, on a eu le chapitre 5 de Deltarune qui m'a développé une obsession pour un nouveau Twink avec un undercut. Faut croire que j'ai un genre de gars. Mais surtout, j'ai joué à un certain petit jeu que j'avais déjà abordé il y a quelques années. En 2023, j'avais découvert Tony Boy Commits Tax Evasion, un petit jeu indépendant sur un petit navet dans un univers très coloré qui doit réaliser des missions pour le maire après avoir été accusé d'évasion fiscale et qui finit par réaliser qu'un complot semble se dérouler dans le petit village où il vit. Un petit jeu avec un humour très absurde, rien que les phrases que j'ai prononcées pour résumer le jeu me paraissent folles quand j'y repense. Et dans cette vidéo, je parlais de la suite du jeu Tony Boy Rob the Bank, qui avait été annoncé dans laquelle on braque une banque avec des flingues. Et entre-temps, cette suite est sortie, donc aujourd'hui, on parle de ça. Du coup, j'ai fait un résumé très succinct, hein, mais ça parle de quoi exactement Turning Boy Rob the Bank? Déjà, petit rappel de comment s'est fini notre jeu précédent. À la fin de notre aventure d'évasion fiscale, on découvre que le père de notre personnage principal faisait partie de la mafia avec le maire et un autre habitant du village croisé en début de jeu. On apprend que le maire a tué notre père et que toutes ces missions qu'on faisait pour lui étaient là pour l'aider à construire une machine qui ferait de lui un dieu. À la fin du jeu, on vainc le maire qui n'est autre que le boss final, mais sa défaite amène à une catastrophe naturelle où chaque végétal tente de survivre tant bien que mal. Le deuxième jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique dominé par la banque d'un vieil qui compte bien profiter de la catastrophe pour s'enrichir encore et encore tel le vieux capitaliste puant qu'il l'est. On fait quoi nous au milieu de tout ça? On s'est allié à la mafia Cornichon, un ancien ennemi de notre père mais qui a fini par devenir un allié parce qu'on peut tous se réunir et mettre nos différents côtés quand il s'agit de détruire le capitalisme. Notre but? Braquer la banque, vaincre les sous-fifres de l'ail puant et renverser son empire. Et ce qui frappe entre les deux jeux, c'est à quel point le gameplay est différent. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur la licence, je vous en voudrais pas, hein. Elle est vieille de 3 ans et je m'auto-cringe quand j'entends ce à quoi ressemblait ma voix à l'époque. Il faut savoir que le premier jeu avait un gameplay assez similaire au premier jeu Zelda en 2D. On est sur différents tableaux avec des petits monstres à éliminer avec l'aide de notre épée, mais aussi différentes énigmes à résoudre avec des équipements qu'on obtenait en avançant dans l'histoire. Là, sur cette suite, on est sur un autre genre de gameplay, beaucoup plus proche du roguelite. L'idée, c'est qu'on entre dans la banque avec l'objectif d'obtenir un maximum d'argent. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. On peut casser des objets, accomplir des quêtes secondaires, secouer des civils pour voler leur thunes, vaincre les gardes de la banque. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les ascenseurs. Chaque ascenseur dans la banque n'amène pas forcément au même endroit. L'idée, c'est que tu as un temps limité pour explorer la banque. Puis tu reviens au hub central qui est la planque de la mafia, puis tu repars explorer la banque. À chaque nouvelle exploration, les ascenseurs changent. On peut avoir un ascenseur avec une salle remplie d'argent, un ascenseur avec une salle remplie de monstres, un ascenseur avec des PNJ qui te donnent une quête dont la solution ne se trouvera que dans un autre ascenseur. L'idée c'est de voir quel ascenseur tu prends et de retenir ce à quoi chaque motif correspond. Est-ce que cet ascenseur va te mener à ce que tu cherches? Est-ce que cet ascenseur va te mener à autre chose? Est-ce que c'est pertinent d'aller là-bas? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux revenir au hub central pour générer de nouveaux ascenseurs lors de la prochaine excursion? Et en même temps, il faut faire attention au temps imparti. Non, si le temps c'est cool, de plus en plus de gardes arrivent, rendant l'exploration plus compliquée puisqu'on peut se faire toucher par leur balle et perdre de la vie. Sauf que si on perd tous nos cœurs, c'est game over, tout l'argent qu'on a réussi à accumuler dans l'exploration est perdu et il faut recommencer une nouvelle excursion. C'est un gameplay où tu dois toujours se demander s'il vaut mieux rester prudent ou tenter le tout pour le tout. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou est-ce qu'on va se brûler les ailes? C'est hyper intéressant à voir et sincèrement j'ai beaucoup aimé. J'avais vu des reviews comme quoi le système était compliqué à prendre en main et que cette idée d'ascenseur pouvait être un peu complexe. Perso, je suis un peu d'accord, il faut trouver le temps de bien le prendre en main pour comprendre, mais une fois l'information comprise, je trouve ça assez ingénieux. L'idée c'est de se faire des notes mentales à chaque exploration. Si on va dans cette salle, où est-ce que ça nous mène exactement? Est-ce que je vais être récompensé si je décide de faire cette action? Est-ce que j'aurais pu aller plus loin ou est-ce que j'ai bien fait de m'arrêter là? C'est plein de petites réflexions qui sont super intéressantes à avoir et au fur et à mesure de la progression dans le jeu, les explorations deviennent plus agréables parce qu'on est de mieux en mieux armé pour les mener. Parce que
le hub central, il sert pas à rien. C'est notre plan qu'avec le reste des membres de la mafia du Cornichon, et c'est surtout là qu'on se prépare avant chaque expédition. Là, on peut acheter des améliorations pour les armes, des améliorations pour les explorations en tant que telles, et notamment des objets qui nous aident pour la quête principale et pour les quêtes secondaires. Ce qui veut dire que même si on a l'impression de pas avancer dans le jeu, parce qu'on n'est pas tombé sur le bon ascenseur au bon moment, bah en fait si. Chaque exploration nous récompense d'une manière ou d'une autre, et revenir au hub avec assez d'argent permet d'aller toujours un peu plus loin. Chacun va avoir sa manière de jouer et c'est ça aussi qui est intéressant. Peut-être que tu vas préférer te donner plus de vie, peut-être que tu vas préférer avoir plus de vitesse dans tes déplacements, peut-être que tu vas carrément jouer sur la moindre amélioration et te concentrer de suite sur la quête principale sans te poser de questions, et ça c'est cool. Il n'y a pas qu'une seule manière de jouer et tout le monde peut y trouver son compte. Mais bon, un jeu c'est pas qu'un gameplay, c'est aussi son histoire. Et franchement, je pense que ça continue à super bien marcher d'un jeu à l'autre. On est toujours dans cet humour assez absurde, vraiment. Là, je parle d'une mafia de légumes qui braque un ail. Pareil pour les personnages, on retrouve des figures familières qui nous reconnaissent, on leur rencontre des nouvelles, et c'est toujours ce petit jeu plutôt drôle qui arrive à se renouveler dans son humour. Parce que ouais, ça aussi c'est une grande force du jeu. On a les vannes classiques de l'univers qui collent pas trop avec les designs tout mignons des personnages, comme ce membre de la mafia Cornichon qui est une sorte de cliché de personnage russe des films d'action des années 80. Mais aussi un humour très référencé, et ça se retrouve même dans le gameplay lui-même. Par exemple, on a le troisième boss qui se fait en 3 phases différentes. La première, c'est un combat classique, on donne des coups avec notre flingue, on retient ses patterns d'attaque, on esquive, etc. Pendant la deuxième phase, le boss nous dit qu'il va nous déconcentrer en jouant sur notre attention, et l'écran se retrouve partagé en deux. En haut, on a le combat, en bas, on a une vidéo de slime. Et je sais pas si ça vous parle, mais il y a quelques années, il y avait une petite tendance sur TikTok où des extraits pris hors contexte de streamers en plein live étaient republiés pour faire des vues, et l'astuce pour que la personne reste sur la vidéo, c'était de mettre en dessous de l'extrait une vidéo satisfaisante. Souvent, c'était de la découpe de savon, mais t'avais aussi des trucs de slime. Bref, l'idée, c'était de te faire rester le plus longtemps possible en rajoutant des distractions pour te donner envie de rester. La trend, elle est plus toute actualité, mais j'avais vu passer un concept un peu similaire avec une vidéo satisfaisante toute colorée, des personnages d'animé sur le côté, ou alors des personnages d'Alien Stage pour une raison que j'ignore, et des propos hyper douteux dits dans des voix mignonnes comme si c'était les personnages d'animé qui les disaient. Et se servir d'une tendance random sur les réseaux sociaux pour en faire un élément de gameplay, je trouve ça hyper astucieux. Si t'as la référence, tu finis par trouver ça assez drôle, et si tu l'as pas, finis par trouver ça assez intéressant comme type de gameplay, parce que c'est une manière intéressante de renouveler un type de gameplay que tu connais déjà. Malgré tout, est-ce que je pense que c'est une bonne manière de renouveler un type de gameplay? Bah, je saurais pas dire. Parce que ce boss, qui est certes intéressant, remet en question un truc que je trouve super important dans les jeux vidéo, l'accessibilité. Ça fait un moment que je parle de ça quand je parle de jeux vidéo indépendants. C'est un média qui essaye toujours de faire de son mieux pour rendre les jeux vidéo accessibles à tous. On voit de plus en plus de licences qui ont des options pour rendre les textes plus lisibles pour les personnes dyslexiques, ou comme on a pu le voir dans Fall of Porcupine, on a des options pour rendre le jeu plus accessible aux personnes daltoniennes. C'est un truc que je salue beaucoup, mais là dans Turning Boy Rob the Bank, j'ai pas l'impression qu'on ait ce genre de choses. Et ce genre d'ennemis, bah, je trouve qu'ils aident pas à ça. Sans parler de l'écran, quand on explore les différentes salles de la banque, j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de choses à regarder et que c'était compliqué à suivre. J'en ai déjà parlé, mais je suis pas un gros gamer, et du coup, quand il y a beaucoup de trucs différents qui apparaissent à l'écran et qui sont pas forcément très grands, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans pour me concentrer. Tout attire mon attention et il faut un moment pour vraiment réussir à me concentrer totalement. Et ouais, je sais que c'est assez nul, mais je suppose que je suis pas le seul à avoir ce genre de soucis en jouant et qui pourrait avoir du mal. Donc autant que je vous en parle si jamais vous aussi c'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté. Mais malgré tout, j'ai l'impression que je cherche un peu la petite bête, parce qu'au final, Turning Boy Rob the Bank est une excellente suite. J'adore le fait que la licence soit permise d'aller loin dans son idée et de changer totalement le gameplay d'un jeu à l'autre, et n'ait pas hésité à prendre des risques. Et d'ailleurs, bah, c'est quelque chose qu'elle continue de faire. Là, il y a un an, un trailer est sorti pour un 3e opus de la licence Turning Boy. Cette fois-ci, ça se passe dans le passé de notre petit navet qui vole le courrier des gens, parce que être un criminel, il semblerait que ce soit sa vie entière. Et le jeu, ça a l'air d'être un jeu de plateforme, ce qui montre que chaque jeu a envie de partir sur quelque chose de nouveau, que chaque gamer y retrouve son compte. Et ça, c'est cool. On espère une amélioration dans l'accessibilité, parce que je sens que c'est possible pour les développeurs aussi. En attendant la prochaine itération de Turning Boy, c'est la fin de cette vidéo. Je l'admets, elle est pas bien longue et j'aurais pu revenir avec quelque chose d'un peu moins court. Mais j'avais envie de partir sur un petit truc en attendant d'avoir l'énergie pour du gros dossier. Je manque pas d'idées de vidéos malgré tout, j'ai plein de sujets que je veux aborder depuis longtemps. Même en dehors de mes reviews, j'ai quelques idées en tête de ce que je veux faire. Faut juste vraiment que je trouve la motivation, parce que j'ai plein de trucs qui traînent et c'est plus possible là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit retour, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup plus actif là-bas. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.